Bienvenue dans ce journal de d'ici TV, journal du dimanche en direct sur la télévision des Alpes du Sud. Dans un instant, nous parlerons d'un sujet qui fait polémique. Oui, le département des Hautes-Alpes va-t-il être rattaché à la région Rhône-Alpes? Une vaste plaisanterie selon Pierre Roux qui connaît bien le sujet, vous l'entendrez tout à l'heure. Mais avant toute chose, les conditions météorologiques très compliquées sur l'ensemble du territoire depuis hier. Il a beaucoup neigé en particulier sur le Val d'Alos, comme vous le voyez sur ces images, sur l'Ubaye également, sur le Briançonnais, mais plutôt en altitude. Les stations pour l'instant de basse altitude font toujours grise mine. Oui, du côté des routes, tout rentre dans l'ordre. Le col du Lautaret a rouvert cet après-midi après une plaque de vent qui avait en effet une nouvelle fois bouché la route. Ce dimanche matin, encore un gros week-end de travail pour les agents du Conseil général. Écoutez, Marcel Cana, vice-président du Conseil général en charge des routes. Tout le travail des équipes a payé aussi. On peut dire qu'ils ont travaillé toute la nuit du samedi au dimanche et toute la journée du dimanche pour pouvoir faire ouvrir ce col ce soir, quoi. Donc, je ne cache pas que les conditions ont été très difficiles. Neige, vent. On pense avoir sécurisé à peu près la totalité. Et maintenant, donc, le col est ouvert à la circulation. Les équipements spéciaux pour franchir le col sont obligatoires. Donc il faut les équipements spéciaux pour franchir le col parce que la route est quand même enneigée de part et d'autre, aussi bien de la vallée de la Guisane que de l'autre côté du Villard d'Arène et de la Grave. Ouais, la neige en altitude et des pluies assez diluviennes du côté du Val de Durance dans les Alpes d'Haute-Provence. Il a plu en 48 heures autant qu'en un mois du côté par exemple de Sisteron où pas mal de caves ont été inondées. Tout devrait rentrer dans l'ordre dans le cours de la soirée. Oui, la pluie qui a encore frappé les stations de basse altitude, par exemple sur le Champsaur. Bonne nouvelle cependant, la station de Séuse qui a reçu 20 cm qui pourrait lui permettre d'ouvrir la station dans les jours qui viennent. Le mauvais temps va continuer avec une limite pluie-neige entre 1300 et 1500 mètres. Et le retour du soleil est annoncé pour mardi avec le retour du mauvais temps jeudi et de la neige jusqu'à basse altitude. Alors, plus que le mauvais temps, c'est plus que la neige, le manque de neige, c'est le mauvais temps qui inquiète les commerçants dans les stations de sport d'hiver, particulièrement dans le Champsaur et le Dévoluy. Écoutez ces quelques témoignages réunis aujourd'hui à Super Dévoluy. C'est un petit peu difficile parce que les conditions ne sont pas idéales pour skier, un peu de mauvais temps, un peu de vent, donc c'est un peu difficile. Ça nous bénéficie à nous commerçants parce que les gens restent à l'intérieur, mais c'est pas très bien pour les pistes. De la neige, il y en a. Bon, c'est un peu sur le bas de la station qu'il en manque un petit peu, mais l'eau est très bon. C'est plutôt le mauvais temps, les mauvaises conditions météo qui nous embêtent, quoi. On ne fait pas de terrasse et tout. Bon, là, il y a du monde parce que c'est midi et les gens viennent manger à l'intérieur. Mais bon, la terrasse me manque énormément, quoi. Et voilà, quoi, c'est un très gros manque à gagner, quoi. Là, ça fait 4 jours qu'il fait pas beau, on n'a personne. Noël, ça a été relativement difficile. Un week-end comme aujourd'hui, logiquement, le parking devrait être relativement plein et nous, on devrait être là à travailler quasiment toute la journée et c'est pas le cas, quoi. On attend, on fait que ça. Voilà, croisons les doigts pour que la neige et l'hiver arrivent enfin avec le froid. Il est a priori annoncé, vous l'avez entendu, en fin de semaine prochaine. Passons au rallye Monte-Carlo à présent avec cette victoire de Sébastien Ogier, victorieux du 82e rallye de Monte-Carlo, sa première victoire dans le Monte-Carlo en tant que WRC. Oui, Sébastien Ogier, heureux de parvenir enfin à remporter le rallye Monte-Carlo WRC, de bon augure pour la saison qui commence. On a eu un début de course très compliqué, les conditions ont été horribles. C'était pas des conditions évidentes non plus, on avait eu pas mal de neige également. Cette année, pas énormément de neige, mais des conditions presque encore plus difficiles avec beaucoup de pluie. Quand on sait qu'on n'a pas de pneus pluie, c'est pas évident. Avant tout, heureux, l'année dernière, c'est vrai qu'on a fini la saison sans pression, on allait chercher d'autres victoires pour, on va dire, améliorer les statistiques, mais là c'est encore mieux de repartir sur une nouvelle saison avec un tel résultat. Maintenant, la suite, on l'a déjà dit, risque d'être un petit peu plus difficile que l'année dernière à cause du règlement qui va certainement maintenant nous pénaliser à chaque début de course. Mais bon, on faudra faire avec et puis on a prouvé encore ce week-end que malgré une première journée difficile, on était capable de revenir. Donc on verra si on est capable de faire pareil sur les prochains rallyes. J'ai déjà la chance d'avoir pas mal de belles victoires à mon palmarès, mais c'est vrai qu'une victoire au Monte-Carlo, ça sera toujours placé assez haut dans mon cœur parce que c'est le rallye qui m'a toujours fait rêver
c'est grâce à ce rallye que j'ai découvert le sport automobile. C'est un vrai Monte-Carlo dans la mesure où il a été très difficile au niveau des conditions météo. Maintenant, on aurait tous aimé, je pense, un petit peu plus de conditions hivernales, c'est-à-dire à la place de toute cette pluie, plus de neige. Mais bon, il a fallu faire avec et on a réussi à passer à travers tous les pièges. On a eu un peu de réussite le premier jour quand même parce qu'on a fait des petites touchettes qui auraient pu nous être fatales et ça confirme que les évolutions qu'on a fait cet hiver pour renforcer la voiture étaient au bon endroit. Voilà, Sébastien Ogier devant les caméras d'ICI TV hier soir sur le port de Monaco. Notez que ce lundi à 13h ou à 19h, vous trouverez des émissions spéciales consacrées justement à ce rallye Monte-Carlo avec tous les équipages alpins de retour sur leur terre, mais également toutes les grandes images qu'ont marqué ces 3 jours de Monte-Carlo dans les Alpes du Sud. Parmi ces images, eh bien, les mésaventures des hauts alpins ou des régionaux de l'étape. Pour certains, ça s'est mal terminé. On se souvient des abandons d'Auberti, de Barnaud ou encore de Nicolas Rosseguer, abandons très spectaculaires. Et puis des frayeurs à l'image de celle de Renaud Dols et de Jean-Pierre Ayas. C'était la voiture d'ICI TV. Ils ont perdu 18 minutes dans la spéciale de Faye sur une sortie de route que l'on va voir à présent. Une sortie de route très très spectaculaire où ils ont vraiment quitté la route du Monte-Carlo. Ils ont été heureusement sauvés par les spectateurs. Je vous propose de revoir cet incident de course assez rarissime et qui fait le buzz sur Internet. On va descendre, tu vas voir ce que ça fait. Voilà, incroyable. Et Renaud Dols et Jean-Pierre Ayas sont finis par repartir, vous l'avez entendu, sous les applaudissements des spectateurs. C'est rarissime à ce point-là. Il est vraiment sorti de la route du Monte-Carlo. En tout cas, très belle performance. Ce sont les premiers hauts alpins. C'est la voiture d'ICI TV dans ce Monte-Carlo. Félicitons aussi Jean-Noël Mondé, 16e dans ce Monte-Carlo avec son copilote. Ils ont également très très bien marché. C'est une place qui restera un petit peu dans les annales du Monte-Carlo. Renaud Dols et Jean-Pierre Ayas, donc premier haut alpin dans le Monte-Carlo, même si Jean-Pierre Ayas est de Piégu. C'était la voiture d'ICI TV, écoutez-les sur le port de Monaco. L'arrivée, ça fait plaisir d'être à l'arrivée parce que toutes les personnes qui nous ont suivis, les sponsors, l'assistance, la famille, nos femmes qui nous ont supportés pendant plus de 2 mois à préparer le Monte-Carlo. Donc le but c'était d'être à l'arrivée. C'est vrai qu'on a failli pas y être parce que hier on est sorti dans Faye, on a perdu 18 minutes. Mais bon, on arrive à Monaco, pas sans peine parce qu'on est encore tombé en panne d'essuie-glace juste dans l'avant-dernière spéciale. Mais bon, on est au bout, donc c'est le principal. C'est le principal. Alors, je vous rappelle les résultats des hauts alpins. Donc, Jean-Noël Mondé, 16e des Alpins du Sud, on va dire. Renaud Dols, 24e. Nicolas Rancher, les jeunes, 34e. Les sœurs Josso, 44e. Elles ont eu les honneurs de TF1 hier au journal de 13h. Voici un extrait avec le papa Bernard Josso. Dans leur voiture, Laure et Karine Josso n'ont pas le temps d'apercevoir les encouragements d'un supporter inquiet. Oui, leur père. C'est la première fois que je crois que je les vois conduire. Pour leur premier Monte-Carlo, ça serait, si elles arrivent à Monaco, c'est impeccable. Alors le Monte-Carlo a fait la joie de beaucoup de monde dans les 2 départements pendant ces quelques journées. Il reviendra, vous le savez, au moins dans les 2 ans qui viennent dans les Alpes du Sud pour le grand départ. En revanche, il y a ceux qui n'apprécient pas le Monte-Carlo. C'est le cas d'Europe Écologie Les Verts qui considère qu'il s'agit là un petit peu de jeu du cirque, du pain et des jeux, disent-ils. Écoutez Thierry Beau, le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Nous, on regarde avec défiance et en étant un peu navré la débauche de moyens publics mobilisés pour cet événement, donc avec un coût pour les finances qui est énorme, et l'espèce de brassage médiatico-politique
qui se fait autour du Monte-Carlo. Bon, le Monte-Carlo a le droit de se faire, hein, je ne conteste pas le fait qu'il y ait des gens que ça intéresse, mais ce qui est très gênant, c'est à quel point ça pèse sur la vie dans la ville de Gap, à quel point ça pèse sur les finances publiques et à quel point on manque de recul par rapport à ça, dans un contexte général aujourd'hui où rouler très vite en voiture à pétrole est plus forcément d'avenir. J'espère qu'ils ont débranché les radars à l'entrée de Gap. Parce que si vous faites ce qu'ils font en voiture, vous allez prendre une prune et on les montre en exemple comme étant un modèle de réussite. En théorie, ils respectent la réglementation lorsqu'ils sont hors spécial. Hein. Oui, on est d'accord, mais l'exemple qu'on montre aujourd'hui à la jeunesse et à la population, c'est quand même ça. Et à un moment donné, on aimerait qu'on prenne un petit peu de recul là-dessus, comme sur le Tour de France, hein, c'est les mêmes dynamiques. La citation latine, c'était du pain et des jeux. Pour tenir le peuple tranquille, on lui donne à manger et on le distrait. Et puis pendant ce temps, on peut continuer le reste. Ce serait bien de quitter un petit peu la distraction pour se remettre vraiment au boulot. Voilà, le sentiment d'Europe Écologie Les Verts par la voix de Thierry Beau. Et restons dans le sport avec cet exploit des Gapençais ce samedi soir. Ils l'ont remporté 3-2 sur les meneurs de la Ligue Magnus, les Rouennais. Ils se classent donc 13e au classement Ligue Magnus. On y reviendra tout à l'heure dans le JT des Sports. L'autre actualité de ce dimanche soir, c'est cette question. Est-ce que le département des Hautes-Alpes va être rattaché à la région Rhône-Alpes? La question se pose un peu au regard du redécoupage des régions qui est en cours. En tout cas, apparemment, le journal du dimanche évoque un travail réalisé par le comité Balladur qui remonte à 2009 et qui visait à proposer un rattachement du département des Hautes-Alpes à la région Rhône-Alpes. Voilà qui fait énormément de débats sur nos réseaux sociaux depuis ce matin. Il y a tous les points de vue et parmi les points de vue, celui de quelqu'un qui connaît bien le dossier. Il s'appelle Pierre Roux. Il a été président de la Chambre de commerce pendant des années. Il est à l'origine du rattachement des Hautes-Alpes à la région PACA. Écoutez son sentiment, pour lui c'est une vaste plaisanterie. À l'époque, il s'est posé le problème des Hautes-Alpes. Que faire des Hautes-Alpes? Le rattacher à Lyon ou le rattacher à Marseille? Et à l'époque, donc en 1960, mon président de la Chambre de commerce me dit qu'il avait un empêchement important et qu'il ne pouvait pas se rendre à Grenoble où une grande réunion avait lieu pour savoir un peu qu'est-ce qu'on allait faire du département des Hautes-Alpes. Donc j'arrive à Grenoble, une réunion très importante, hein, et on me donne la parole et je dis au préfet, monsieur le préfet, si vous jetez un bout de bois dans un ruisseau Briançonnais, et s'il arrive à Grenoble, je suis d'accord avec vous. On dit, on va rattacher les Hautes-Alpes à quoi? À Lyon. Alors, vous prenez votre voiture de Gap et vous allez à Lyon, vous allez à Marseille. Si vous avez une réunion à Lyon à 9h du matin, vous voyez à quelle heure il faut partir de Gap. Hein? Et bon, or, c'est d'un ridicule, mais d'un ridicule. Hein, les Lyonnais ne sont jamais venus faire du ski dans les Hautes-Alpes, très peu. Hein, pas peu qui viennent chez nous, c'est ce qui est normal d'ailleurs. Attention, ce n'est pas une critique. Hein. Or, on veut nous rattacher à Lyon. Et ceux qui disent ça n'ont aucune connaissance économique et, j'allais dire, humaine d'un département qui est, bien sûr, de tradition dauphinoise par ses montagnes et de tradition provençale par son accueil. Voilà un sacré débat identitaire pour le département des Hautes-Alpes. Ce dimanche, le président du Conseil général, Jean-Yves Dussert, a fait état de son étonnement par rapport à ces rumeurs, rappelant qu'il était paradoxal de proposer un rattachement des Hautes-Alpes à la région Rhône-Alpes sans proposer la réalisation d'infrastructures telles que l'autoroute ou le développement ferroviaire. Et puis de son côté, le Parti socialiste, par la voix de Christophe Pirel, explique que le ministère concerné dit qu'il n'y a rien à l'ordre du jour et que tout se fera dans la concertation. Aujourd'hui, c'était la journée de la raquette. Alors, une centaine de personnes étaient attendues, mais seulement une quarantaine sont venues sur place. Écoutez quand même le témoignage de ces visiteurs, ravis d'avoir fait le déplacement. Mais ça s'est très bien passé, malgré le mauvais temps. C'était bien compromis au départ. Puis finalement, on s'est retrouvés entre amis, et on avait un bon guide. Et ben voilà. Puisqu'il faisait mauvais toute la semaine, on s'est dit on va quand même sortir malgré le mauvais temps.
Et heureusement, il pleut pas, il neige. C'est très mouillé, on est vraiment mouillé. Mais ça fait quand même plaisir. C'était très sympa, rythme moyen, normal, très bien. On a vu des chevreuils, on a vu des chamois, donc très bien. Bon, il manquait un peu de soleil, mais voilà, on peut pas tout avoir, on a déjà eu de la neige. Voilà, la raquette dans le dévolu. Et on passe maintenant à l'actualité nationale et internationale, et c'est avec Dominique Le Guen. L'opposition syrienne ira bien à la conférence de paix de Genève 2 la semaine prochaine pour tenter de négocier avec le régime. Une décision autant saluée par les pays occidentaux que l'ONU ou la Russie. Reste que les objectifs des deux camps semblent inconciliables, l'opposition n'ayant qu'un seul objectif, se débarrasser de Bachar al-Assad. Les températures largement dessous de zéro ne les ont pas découragés. Près de 200 000 opposants pro-européens ont manifesté sur la place de l'Indépendance à Kiev. Un défi aux autorités après l'adoption de nouvelles lois renforçant les sanctions contre les contestataires. Ces textes ont d'ailleurs valu au pouvoir ukrainien une mise en garde des pays occidentaux. Pour eux, le projet de loi espagnol supprimant quasiment le droit à l'avortement est un exemple. Plusieurs milliers de personnes ont participé à une marche pour la vie à Paris. Un défilé programmé la veille de l'examen à l'Assemblée du projet de loi sur l'égalité homme-femme, comportant des dispositions controversées sur l'IVG. Quelques kilomètres plus loin, quelques 200 pro-IVG ont eux aussi manifesté. Plus de 200 000 avortements sont pratiqués chaque année en France. Valérie Trierweiler se repose à la résidence présidentielle de la Lanterne, près de Paris. La compagne du chef de l'État est venue directement de la Salpêtrière où elle avait été hospitalisée après la révélation de la liaison de François Hollande avec l'actrice Julie Gaillet. Via Twitter, la journaliste a tenu à remercier ceux qui lui ont apporté leur soutien. Un tweet envoyé depuis son compte personnel et non celui de Première Dame. Esprit trop cartésien, le musée vaudou de Strasbourg n'est sans doute pas pour vous. Premier en son genre en Europe, le musée expose plus de 200 pièces, fétiches, amulettes et autres gris-gris, majoritairement venus d'Afrique. Des objets de culte devenus œuvres d'art. Voilà, vous êtes à jour de toute l'actualité. La suite des programmes continue sur DC TV. Et ne manquez pas le journal des sports d'Adrien Cetto dans un petit moment. On va passer à la météo. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. DC.fr